Nous abordons la troisième phase du cheminement de l'esprit scientifique, donc la marche du Noun au boson de Higgs, qui a duré 5000 ans, comme je l'avais dit au début. Et cette fois-ci, nous abordons le Moyen-Âge européen, mais il serait important de faire une précision parce que quand la grande ampleur, la vigueur de la pensée scientifique avait fait sa germination en Grèce antique avec le mouvement de Thalès jusqu'à Archimède. Archimède avait constitué le point final, pour dire d'une certaine façon, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'était ce point qui a marqué la fin de ce qu'on a appelé le miracle grec et qui a mis fin à ce miracle ou bien à cette vigueur de la pensée en Grèce antique, c'était la Rome. La Rome avait eu une intention expansionniste pour s'étendre dans l'espace pour imposer sa domination à d'autres peuples alentour. Donc, depuis la Rome jusqu'en Orient, en Turquie, jusqu'en Afrique du Nord et jusqu'en Angleterre, la Rome avait imposé sa façon de voir le monde. Et donc, à partir des années 100 avant Jésus-Christ, l'esprit scientifique était mis sous éteignoir, disons, était rendu muet, parce que la Rome avait plutôt une préoccupation impérialiste, donc ils se sont plutôt intéressés à des moyens de domination du moment. Donc ils ont développé des technologies de transport, ils ont construit de grandes voies pour relier les territoires qu'ils ont acquis loin de leur loin de leur culture ou bien territoires initiaux. Et puis ils ont plutôt développé des techniques de guerre, donc des technologies pour pouvoir remporter des victoires pendant leurs expéditions guerrières. Ils ont aussi développé les questions de droit parce qu'il faut plutôt introduire des règles de conduite dans les relations entre eux et les terres, les peuples qu'ils ont soumis, etc. Et aussi, plus ou moins, ils ont adopté quelques techniques d'architecture pour construire quelques grands édifices. Et donc, cette période a duré pendant 500 ans, donc de 100 avant Jésus jusqu'à 480 par là après Jésus. Donc, 500 ans de règne de l'Empire romain où on n'a pas développé la pensée humaine appliquée à la nature pour essayer d'en extraire un élément primordial pour en découvrir des lois immuables qu'on peut utiliser pour transformer cette nature elle-même. Donc là, rien de très important, rien d'important ne nous est révélé au cours de ces 500 ans de l'Empire romain. Et pendant que l'Empire romain imposait son emprise sur toute la Méditerranée et le nord de l'Europe, l'ouest de l'Europe et le Moyen-Orient, il y avait aussi Jésus qui était né en temps à l'an qu'on a dit l'an 0. Donc Jésus étant né et ayant fait ses exploits de prophète ou bien de grand maître spirituel, et ses apôtres, ses disciples ont commencé par diffuser, par faire la propagande, la vulgarisation de la bonne nouvelle que Jésus a apportée. Et à un moment donné, deux empereurs romains qui s'appellent Justinien et Constantin ont accepté
et la parole de Jésus, donc la bonne nouvelle, ils se sont convertis à la foi chrétienne. Et donc, ils ont fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. Et ceci étant, les pères de l'Église, donc les prêtres catholiques, ont commencé par prendre de l'importance et à un moment donné, vu que les empereurs ont été affaiblis quelque part par des peuples qu'on a dit des peuples barbares qui venaient de l'extérieur, et ces peuples, ils ont des noms un peu étranges, on les appelle les Goths, on les appelle les Visigoths, on les appelle les Ostrogoths, les Vikings, les Slaves, les Francs, etc. Ce sont des peuples qui étaient venus d'ailleurs pour s'installer sur des territoires de la Rome antique, et ils ont conquis bonne partie de ce territoire romain, et ils ont installé aussi leur royaume, et cela affaiblissait plus ou moins l'influence des empereurs romains, et ça permettait quelque part l'essor des pères de l'Église qui, eux, travaillaient pour la pacification de toute la zone. Et finalement, à un moment donné, c'était les pères de l'Église qui jouaient le rôle de ceux qui font les règles, la loi, et finalement, ils arrivaient à introniser les rois pour les légitimer, etc. Et c'est de là qu'on a fait la transition de l'Empire romain qui a duré 500 ans vers le Moyen-Âge qui commence à 500 ans après Jésus. Et le Moyen-Âge étant commencé là, va durer quant à lui 1000 ans, donc 1000 ans. Et aussi pendant le Moyen-Âge, ce qui s'était passé était que les pères de l'Église ayant pris de l'importance sur le plan de l'autorité morale venaient à beaucoup influencer la politique, et eux, pour justifier leur message d'influence morale, il fallait qu'ils trouvent un outil assez efficace, et certains parmi eux ont pu trouver la grâce de certaines connaissances passées dans l'Antiquité grecque. Et j'avais dit à un moment donné, dans la phase précédente, dans la deuxième phase, qu'en Grèce antique, à un moment donné, quand les philosophes de la nature, les physiologues, pensaient sur la nature pour en extraire l'élément primordial, il y avait eu Socrate à un moment donné qui a ouvert une nouvelle branche de la philosophie en déviant le débat de la nature sur l'homme. Donc Socrate a ouvert la branche de la philosophie morale et politique, et cette branche a été développée après par Platon, Aristote et d'autres penseurs comme Plotin. Et donc cette branche qui a été créée et qui avait aussi offert une méthode de travail a été récupérée, bon, en fait ça a été utilisé, ça a été retrouvé et utilisé par certains pères de l'Église catholique pour commenter, interpréter la parole de l'Évangile, disons, la parole biblique qui n'est pas toujours logique dans son énoncé. Donc on a utilisé les cadres de pensée antiques qui étaient beaucoup plus méthodiques ou bien méthodologiques pour interpréter la Bible, et en faisant cela, les penseurs assez habiles qui ont fait un travail extraordinaire en ce moment-là, en interprétant la parole divine à partir des cadres de méthodes antiques empruntés à Aristote, Platon, Plotin, etc., ils faisaient ce qu'on appelait la théologie. Théo, Dieu, logie, logos, raisonnement, le verbe, donc la théologie. Donc, il faisait de la connaissance de la Bible à partir du cadre méthodologique tracé par Aristote, Platon, Plotin, etc. Et donc, il faisait de la théologie, et les grandes figures, les grands personnages de ce travail habile d'interprétation logique de la Bible sont Saint Thomas d'Aquin, et Saint Augustin, et aussi Saint Albert le Grand, donc pour citer peu,
mais bien et important. Ces trois grands personnages, ces trois grands théologiens, Saint Augustin, Saint Abel le Grand et Saint Thomas d'Aquin, ont joué un rôle important pendant le temps du Moyen-Âge qui a duré 1000 ans. Et donc, la domination de la pensée théologique était ce qu'on a observé comme travail de l'esprit. Ce n'était pas un esprit scientifique, c'était un esprit plus ou moins rationnel appliqué à la parole divine, et donc ça devient de la théologie. Et donc, en cette période aussi, l'esprit scientifique était resté plus ou moins sous éteignoir, et on a quand même développé à ce moment quelques travaux dans le domaine de la chimie, ce qu'on appelait de l'alchimie. Donc sur la matière, on faisait des mélanges, on faisait des réflexions, mais qui n'étaient pas des réflexions assez conduites méthodiquement. De la chimie, sur le plan de la physique, on a pu construire quelques instruments de travail quotidien pour l'agriculture, pour le transport, etc., pour la construction, architecture, etc. Mais il n'y a pas eu grand-chose comme élaboration de théories, de systèmes de pensée sur l'univers, sur la nature. Et donc, cette période de 1000 ans qui finissait quelque part autour des années 1480-1500 vers là, il y a eu donc quelques mouvements culturels qui sont, disons, un brassage culturel qui a commencé avec des échanges commerciaux venant de l'Orient. Donc, comme je l'avais dit auparavant, la Grèce antique s'étendait jusqu'en Turquie et quelque part au-delà. Et donc, les peuples arabes avaient conservé quand même quelques éléments de la culture grecque antique, et à travers les échanges commerciaux et culturels, ces connaissances étaient venues sur le continent européen, et certains esprits assez ouverts ont pu adopter une façon indépendante, libre d'aborder les questions de la connaissance. Donc, ils n'ont plus voulu s'intéresser spécialement à la Bible, à la théologie pour élaborer leur façon de voir le monde, mais ils ont commencé par s'intéresser à ce que les anciens avaient fait. Et donc, la tradition qui a été initiée par Thalès depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, tradition qui a continué jusqu'au 1er siècle en finissant par Archimède. Et donc, il y a eu en Europe un homme assez brillant qui s'appelle Francis Bacon. Il était anglais, donc on dira Francis Bacon. Francis Bacon a écrit un ouvrage qui s'appelle le Nouveau Organon. Le Nouveau Organon, parce qu'il y avait eu un ancien organon qui a été écrit par Aristote. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, les pères théologiens de l'Église catholique se servaient du cadre de pensée d'Aristote, de Platon, de Plotin pour interpréter la Bible. Donc, il se servait de l'ancien organon qui était celui d'Aristote. Maintenant, Francis Bacon est venu faire des propositions qui critiquent suffisamment l'ancien organon d'Aristote, donc en proposant lui une nouvelle méthode, et cette méthode pour aborder la réflexion sur la nature et non sur la Bible, pour essayer de trouver des propriétés, des caractéristiques plus ou moins permanentes. Et à part Francis Bacon, il y a eu en France un autre homme qui a écrit un livre aussi intéressant, très important, qui s'appelle Le discours de la méthode pour atteindre la vérité dans les sciences. Et la formule la plus célèbre qu'on retient de ce monsieur, c'est « Je pense, donc je suis ».
cogito ergo sum. Vous connaissez bien l'auteur, il s'agit de René Descartes. Donc Descartes, dans la même ligne que Francis Bacon, a proposé une méthode de travail de la pensée qui permettra de mieux aborder les questions du savoir, de la connaissance. Et de façon technique, on parlera d'épistémologie. Donc, disons que deux grands penseurs épistémologues, donc penseurs sur la façon de travailler pour chercher la vérité, Francis Bacon en Angleterre et René Descartes en France, ont abordé une nouvelle façon, donc une nouvelle phase de la pensée. Et pendant que eux, ils travaillaient sur la méthodologie, il y a d'autres qui s'étaient intéressés directement à la matière elle-même, et parmi ceux-là, on peut citer Copernic. Copernic est venu faire ce que les anciens Grecs avaient commencé il y a, disons, 1500 ans, non, disons 2000 ans auparavant, parce que quand on prend ça depuis Thalès, 2000 ans auparavant, Copernic a commencé par dire non, retournons à la nature et voyons bien les choses. Les Grecs, bon, en parenthèse, les Grecs, dans leur quête du savoir, avaient voulu chercher l'élément primordial en s'intéressant aux 4 grands éléments de la nature, de l'univers, donc la matière solide qui est la terre, la matière aqueuse qui est l'air, qui est l'eau, la matière aqueuse qui est l'eau, le liquide, la matière gazeuse qui est l'air et la matière ardente qui est le feu. Donc il voulait voir lequel de ces 4 grands éléments était le plus important, donc la matière primordiale. Et maintenant, Copernic, il vient, dans son observation et dans sa réflexion, il dit que bon, la théorie qui est adoptée depuis plus de 1000 ans, donc depuis Aristote en traversant l'Empire romain et tout le Moyen-Âge, cette façon de voir le monde qui dit que la Terre est le centre de l'univers n'est plus ce qu'il faut penser. Lui, il dit que c'est plutôt le Soleil qui est le centre de l'univers. Parce que quand on dit que la Terre est le centre de l'univers et que tout tourne autour de la Terre, ça veut dire que la Terre est l'élément primordial et tout le reste est constitutif ou bien est dépendant de la Terre. Vous voyez? Bon, maintenant, Copernic vient dire que non, ce n'est plus la Terre qui est le centre de l'univers. Le centre de l'univers, c'est plutôt le Soleil. Et le Soleil, vous savez bien que c'est le symbole du feu, de la matière ardente. Donc, Copernic vient dire que finalement, la matière primordiale, c'est le feu. Donc, on a quitté le géocentrisme, donc la Terre, centre de l'univers, pour arriver à l'héliocentrisme, le Soleil, le feu ardent comme centre de l'univers. Donc, le feu, avec Copernic, devient l'élément primordial, la matière première, dont tous les autres sont constitutifs, donc le Soleil, plutôt la Terre, la Lune, les planètes, tout ça là, ils dépendent du Soleil et ils tournent autour du Soleil. Voici ce que Copernic est venu dire et le débat est relancé. Donc on retourne à la tradition de l'esprit scientifique qui a germé en Grèce antique, on retourne à cette tradition et quand Copernic avait dit cela, à d'autres penseurs autour de lui, mais après lui on dit, ah bon, il y a quelqu'un qui est venu qui s'appelle Kepler. Kepler, non, c'est pas Kepler, c'est Giordano Bruno. C'est Giordano qui a dit, ben, ce que dit Copernic est bien, il dit que le Soleil, désormais, est le centre de l'univers, mais quand on voit bien les choses, quand on observe mieux et qu'on réfléchit, il n'y a pas qu'un Soleil, il y a plutôt des soleils, il y a plusieurs soleils. Et donc, on ne peut plus parler d'un héliocentrisme, mais il faut parler
d'un espace multicentré. Donc il y a plusieurs points centraux autour desquels tournent d'autres éléments. Donc il y a plusieurs soleils, donc c'est le feu bien sûr, donc c'est de la matière ardente chaude qui est constitutif de toutes choses, mais répartie un peu partout, et autour de ces matières ardentes tournent d'autres matières qui ne sont pas forcément ardentes, donc la Terre, la Lune, Jupiter, Neptune, Vénus, etc., qui tournent autour du Soleil. Il y a encore d'autres soleils, donc il y a donc notre univers que nous observons avec nos yeux, nos sens. Il y a plutôt une multivers. Voilà ce que Giordano Bruno est venu dire et qui contredit, ou bien disons qui améliore ce que Copernic a dit. Et donc le débat a recommencé, le débat reprend, et il y a eu Kepler qui est venu après Giordano Bruno pour dire, bien, d'accord, il y a les mouvements dans la nature, les grands éléments qu'on observe et tournent autour des points centraux qui sont des soleils, mais ces mouvements, quand on observe celui du soleil qui est proche de nous, et quand on observe, ce ne sont pas des mouvements réguliers qui se font en des cercles parfaits. Donc le soleil, la Terre par exemple ne tourne pas en un cercle parfait autour du soleil pour faire sa révolution, mais c'est plutôt un mouvement elliptique. Donc il y a des forces d'attraction diverses qui sont en jeu, et que les mouvements des grands éléments se font plutôt dans un sens géométrique elliptique et non circulaire. Donc c'est aussi une observation importante que Kepler est venu introduire dans la recherche de la vérité sur la matière, donc sur le plan global, universel, donc cosmologique. Et après que Kepler, il y a eu Newton qui a introduit plutôt lui des calculs. Il a essayé de voir les distances qui existent entre les grands éléments de la nature. Il a fait des calculs, donc il a introduit finalement les mathématiques dans l'observation de l'univers. Donc dans l'astronomie, il y a désormais la mathématique qui est intervenue, et Newton a alors fait ce qu'on a appelé une tentative d'élaborer une loi qu'on a appelée la loi de la gravitation universelle. Et bien avant Newton, il y a eu Galilée qui a fait aussi des observations importantes. Galilée a confirmé ce que Copernic disait, et a bien insisté que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et vous avez appris que ça a coûté à Galilée tout un tracas où les pères de l'Église l'ont obligé à démentir cela, et il a été mis en résidence surveillée pendant longtemps. Donc voilà comment le débat a repris pendant le Moyen-Âge, pendant la période qui a suivi le Moyen-Âge, et cette période, on l'a appelée, bien sûr, le temps de la Renaissance. Donc, la Renaissance occidentale de l'esprit scientifique s'est faite à partir de 1500 jusqu'en 1700. Donc, les 6e et 7e, les 17e, les 16e et 17e siècles a connu donc cette façon de revoir l'univers à travers ces grands personnages que sont Francis Bacon, René Descartes, Copernic, Giordano Bruno, Kepler, Galilée et Newton. Donc voilà, nous parlons du cheminement de l'espèce scientifique, comment ça s'est fait au cours de la période de la Renaissance
à travers ces grands personnages. Donc la marche continue. Prochainement, nous allons entamer le temps des Lumières en Occident, avant de revenir quelque part en Afrique pour aborder la période, disons, le mouvement de la réappropriation identitaire de l'esprit scientifique. Donc, nous continuons la marche du Noun au boson de Higgs.